Ma femme était partie depuis presque 2 ans quand l'appel est arrivé pour m'annoncer que mon frère était mourant. J'ai conduit 11 heures d'affilée depuis Tucson jusqu'à un centre de soins palliatifs à Boise, le genre d'endroit qui sent la lavande essayant de couvrir une autre odeur. L'infirmière à la réception m'a lancé un regard que je n'ai pas pu interpréter et a dit que mon frère me réclamait. Dans la chambre en face de la sienne, une femme en fauteuil roulant, une couverture sur les genoux, me regardait passer. Elle n'a rien dit ce premier jour, mais lors de ma 4e nuit là-bas, quand je suis sorti de la chambre de mon frère à 2 heures du matin pour aller chercher un café à la machine au bout du couloir, elle était assise sur le seuil de sa chambre, dans le noir. Elle m'a regardé comme si elle m'attendait, et elle a dit, très doucement, presque comme si elle avait peur d'être entendue, quoi que votre neveu vous dise quand il arrivera, n'en croyez pas un mot. Rentrez chez vous ce soir si vous le pouvez. Je veux vous dire que je m'appelle Owen Hartwich. J'ai 63 ans. J'ai travaillé 38 ans comme répartiteur de fret pour une entreprise de camionnage régional avant de prendre ma retraite il y a 3 étés. Et je n'ai jamais pensé être un homme facile à duper. Je pointais mon carnet de chèques chaque dimanche matin. Je lisais les petits caractères. Ma femme, Marlo, se moquait de moi parce que je passais 20 minutes à la pompe à essence à décider si le lavage de voiture valait les $4 supplémentaires. Je vous raconte tout cela pour que vous compreniez l'homme que je m'apprête à décrire, celui qui est entré dans ce centre de soins le lendemain après-midi en croyant que la femme d'en face était simplement confuse ou médicamentée, celui qui a serré son neveu dans ses bras sans y réfléchir à 2 fois. Cet homme faisait confiance à tous ceux qu'il aimait, et il a failli tout perdre à cause de cela. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier d'être ici. Si vous pouviez prendre une seconde pour me dire dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Quelle heure il est chez vous, j'apprécierais. Je lis tout le monde. Je vais dire d'emblée que certains détails de l'histoire ont été modifiés pour la narration, mais le cœur de celle-ci, la leçon qu'elle contient, est aussi réelle que les lattes du plancher sous mes pieds en ce moment même. Le nom de mon frère était Hollis. Il avait 4 ans de plus que moi, et il m'avait élevé plus que notre père ne l'avait jamais fait. Quand notre père est parti au printemps 1968, Hollis avait 12 ans et j'en avais 8. À partir de ce jour, c'est lui qui m'a appris à lancer une balle courbe, à me raser et à m'excuser auprès d'une fille. C'était l'homme le plus stable que j'ai jamais connu. Alors, quand sa belle-fille m'a appelé fin octobre pour me dire qu'il avait été admis en soins palliatifs, je n'ai même pas fait de valise correcte. J'ai jeté 3 chemises et une brosse à dents dans un sac et je suis monté dans mon camion. Hollis avait un cancer du pancréas. Au moment où je suis arrivé, il ne pesait plus que 40 kilos environ, et ses mains tremblaient quand il essayait de tenir le gobelet de glace pilée que l'infirmière lui apportait. Mais son esprit était vif, et la première chose qu'il a faite quand je suis entré a été de m'attraper le poignet, de me tirer vers lui et de dire « Où est le petit ? Où est Cal ? Tu l'as déjà vu ?» Cal est mon neveu, le fils unique de Hollis, 41 ans, vivant à Spokane, travaillant dans l'assurance commerciale ou quelque chose de proche. J'ai dit à mon frère que non, je n'avais pas encore vu Cal, que l'infirmière avait dit qu'il descendrait le matin. Hollis a hoché la tête, mais il n'avait pas l'air soulagé. Il avait l'air fatigué de cette fatigue qui dépasse le corps. Je suis resté assis avec lui 3 jours avant que cette femme en face ne me dise quoi que ce soit. Son nom, je l'apprendrai plus tard par une infirmière, était Madame Peberly. Fin de la soixantaine, peut-être 80 ans. Stade 4 de Geneux. C'est quoi, je n'ai jamais demandé. Elle avait une fille qui était venue une fois, un dimanche après-midi,
avec un sac en papier contenant des chemises de nuit propre et qui était reparti après 20 minutes. À part ça, aucune visite. Je la voyais parfois dans la salle commune quand j'allais me dégourdir les jambes, assise près de la fenêtre en train de faire des mots croisés au stylo. J'avais pitié d'elle, de cette façon dont on a pitié de n'importe qui se retrouvant seul à la fin de quelque chose. Le premier après-midi, je suis passé devant sa chambre. J'ai dit bonjour, et elle a hoché la tête vers moi mais n'a pas parlé. Le deuxième jour, je lui ai apporté un des muffins de la cuisine familiale que les bénévoles approvisionnaient, et elle l'a pris en disant « merci ». Très poli. Et c'était tout. C'est la troisième nuit que quelque chose a basculé. J'étais assis à côté d'eux. Au depuis des heures, lui tenant la main pendant qu'il dormait, écoutant le cliquetis du concentrateur d'oxygène et le vent derrière la fenêtre. Vers minuit, je suis sorti pour marcher dans le couloir et me vider la tête. En passant devant la chambre de Madame Péberly, j'ai vu qu'elle était éveillée, assise dans son fauteuil, la lampe tamisée. Elle m'a regardé et a dit « Votre frère est en train de mourir, pas méchamment, juste comme un constat. » Je me suis arrêté et j'ai dit « Oui, madame, c'est vrai. » Et elle a ajouté « Il s'inquiète pour quelque chose. Il parle dans son sommeil. Les infirmières vont et viennent et elles n'écoutent pas, mais moi. J'entends à travers le mur. » Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Les gens parlent dans leur sommeil. Surtout sous morphine. Je lui ai dit, merci de lui tenir compagnie à votre manière, et je suis retourné dans la chambre de mon frère. Mais la nuit suivante, c'est là qu'elle a vraiment parlé. Il était plus de 2 heures du matin. J'étais épuisé, je n'avais pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis mon arrivée. Je venais de sortir de la chambre de Holly Sparse. Que l'infirmière de nuit devait changer sa perfusion, et je marchais vers la machine à café quand j'ai vu que la porte de Madame Péberly était ouverte. Elle était assise dans son fauteuil roulant juste sur le seuil, immobile, observant le couloir. Elle a levé un doigt vers moi, le genre de petit geste qui signifie « Venez ici ». Sans faire de bruit. Je me suis approché. Elle a dit « Asseyez-vous une minute ». J'ai tiré la chaise des visiteurs à côté de son lit et je me suis assis. Elle avait les yeux gris pâles, très clairs, et elle m'a regardé longuement avant de parler. « Votre neveu arrive demain » a-t-elle dit. J'ai répondu « Oui ». « Comment le savez-vous » Elle a dit « Parce que votre frère l'a dit à une infirmière hier soir quand il n'était plus tout à fait lui-même. Il a dit que le petit venait et qu'il avait peur de ce qu'il allait faire. Il l'a dit 3 fois. Il n'arrêtait pas de dire qu'il aurait dû changer son testament. Il le répétait sans cesse. L'infirmière lui a juste tapoté la main et a continué son travail, mais moi, je l'ai entendu. J'ai senti un froid me parcourir le dos. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu, j'ai eu un fils autrefois. C'est à cause de lui que je suis ici seul. Quoi que votre neveu vous dise quand il arrivera demain, n'en croyez pas un mot. Ne signez rien. N'acceptez rien. Rentrez chez vous ce soir si vous le pouvez. Je suis sérieuse. Je ne savais pas quoi lui dire. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que j'appréciais son inquiétude. Et je suis retourné dans la chambre de mon frère. Je me suis assis dans le noir et je me suis dit que c'était une vieille femme triste qui avait eu un différend avec sa propre famille et qui le projetait sur la mienne. Quel était mon neveu? Je l'avais tenu bébé. Je lui avais appris à appâter un hameçon sur un lac de l'Idaho quand il avait 7 ans. L'idée qu'il vienne ici pour faire quelque chose de malhonnête. Cela ne me paraissait pas
concevable. Je l'ai ignoré. Ce fut ma première erreur. Cal est arrivé vers 11 heures le lendemain matin. Il a franchi la porte de la chambre du centre de soins dans une veste gris anthracite, sans cravate, les cheveux dégarnis avec un peu de poivre et sel aux tempes, et il m'a serré dans ses bras avant même de regarder son père. Il sentait l'après-rasage et le café d'aéroport. Il a dit, mon oncle, je suis tellement désolé. Je suis venu aussi vite que possible. Il m'a tenu un instant de plus que ce qui semblait naturel. Je l'ai remarqué, et je l'ai ignoré aussi. Il s'est assis au chevet de Hollis pendant environ 10 minutes et a dit tout ce qu'il fallait. Il a tenu la main de son père. Il parlait bas. Hollis était réveillé mais suivait à peine. À un moment donné, Hollis a tourné la tête, m'a regardé, puis a regardé Cal en hochant la tête. Ses yeux étaient humides et il a ouvert la bouche comme s'il allait me dire quelque chose puis il l'a refermée. Je n'oublierai jamais cela. Il m'a regardé, puis il a fermé la bouche. Après environ 1 heure, Cal a dit, mon oncle, pouvons-nous sortir un instant pour discuter des dispositions à prendre pour l'après? Nous sommes descendus à la cafétéria, juste tous les deux. Il nous a payé un café à chacun. Il s'est assis en face de moi et a posé ses mains à plat sur la table comme un homme sur le point de faire des affaires. Il a dit, papa s'inquiète pour la maison, celle de Cœur d'Allen. C'était le chalet que Hollis avait construit de ses propres mains à la fin des années 70 sur un terrain au bord du lac qu'il avait acheté pour presque rien à l'époque. Cela valait, selon mes estimations approximatives, plus de 700 000 $. Aujourd'hui, Hollis y vivait seul depuis le décès de sa femme, Patricia. En 2015. Cal a dit, il veut que je m'occupe du transfert. Le problème, mon oncle, c'est qu'il ne passera pas la semaine, probablement pas les prochaines 48 heures. Le médecin me l'a dit ce matin, et il y a des documents qui nécessitent sa signature tant qu'il est encore lucide. Sinon, cela passe par l'homologation. Et toute l'affaire devient un désordre qui prend 2 ans et dévore la moitié de la valeur en frais de justice. Tu sais comment ça se passe. J'ai hoché la tête lentement. Je savais comment ça se passait. J'avais vu un de mes amis perdre la moitié de l'héritage de sa mère au profit des avocats parce qu'elle était décédée sans que les documents appropriés ne soient en place. Cal a ajouté, papa m'a demandé la semaine dernière, avant que je ne vienne la première fois, de rédiger un acte de renonciation juste pour que tout soit clair. Il veut que le chalet me soit cédé directement afin que je puisse m'en occuper après le vendre si je dois couvrir ses derniers frais et ce qui reste ira à la famille. Mais il peut à peine tenir un stylo maintenant. Nous allons avoir besoin qu'un notaire vienne cet après-midi, et nous aurons besoin d'un témoin. C'est là que tu bloques. Il me regardait avec un visage tellement calme, net et pragmatique. Comme s'il parlait d'une vidange de voiture. J'ai demandé, et ta sœur? Cal a une sœur, ma nièce Brianny. Elle vit dans l'Oregon, a 2 enfants et enseigne dans un collège communautaire. Elle et Cal n'ont jamais été proches. Je ne l'avais pas vue depuis 5 ans. Cal a répondu, Bri n'est pas dans le testament pour le chalet. Papa et maman ont réglé ça il y a des années. La maison de Cœur d'Allen a toujours été censée me revenir. Bri a eu l'assurance vie et les économies. Tout est réglé depuis longtemps. Ce n'est que de la paperasse. J'ai dit, j'aimerais voir ce que ton père avait fait rédiger auparavant. Et Cal a souri un tout petit peu, juste au coin de la bouche, et il a dit. Mon oncle, bien sûr. Je l'ai dans mon sac à l'étage, mais honnêtement, je détesterais te faire lire des documents juridiques au milieu de tout cela. Tu es en deuil.
Laisse-moi m'en charger. Tu n'auras qu'à signer comme témoin 7. Après-midi quand le notaire viendra. C'est là que la voix de Madame Péberly m'est revenue. Ne signez rien. J'ai dit, je voudrais quand même le voir. Je passerai à ton hôtel après le dîner et nous l'examinerons ensemble. Son visage a changé pendant une demi-seconde. Juste une demi-seconde. Le sourire est resté, mais ses yeux ont eu cet éclat, comme une porte qui se ferme quelque par derrière eux. Puis il a dit, bien sûr, mon oncle. Comme tu voudras. Je suis remonté. Hollis dormait. Je suis resté assis à côté de lui pendant un long moment, regardant simplement son visage, et j'ai pensé à toutes les fois où il s'était occupé de moi, et j'ai pensé à la femme en face, et j'ai pensé au visage de mon neveu quand j'avais demandé à voir les papiers. Vers 16 heures cet après-midi-là, un homme en costume marron est apparu dans le couloir avec une mallette en cuir et a demandé Cal Hartwich le notaire. Cal est sorti de la chambre en souriant, lui a serré la main, et ils sont entrés. Tous les deux dans la chambre de Hollis. Je me suis levé. J'ai dit, je veux être là, moi aussi. Cal a répondu, bien sûr, mon oncle. Entre. Nous avons juste besoin de ta signature, aussi, comme témoin. Je suis entré dans la chambre de mon frère. Le notaire avait une pile de papier sur un petit plateau pliant au-dessus du lit de Hollis. Hollis était réveillé. Mais ses yeux étaient vitreux, et il ne cessait de me regarder puis de regarder Cal, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Le notaire expliquait. Déjà les documents d'une voix blasée d'homme qui a fait cela 1000 fois. J'ai demandé si je pouvais voir les papiers. Le notaire m'a tendu le premier. C'était un acte de renonciation transférant la propriété de Cœur d'Allen à Cal Hartwich. Cette partie était vraie, mais en dessous se trouvait un deuxième document, et encore en dessous, un troisième. Le deuxième était une procuration faisant de Cal l'agent unique pour toutes les affaires financières de Hollis, avec effet immédiat. Le troisième était une désignation de bénéficiaire sur une police d'assurance vie. Je ne savais même pas que mon frère avait une police de 400 000 $ par l'intermédiaire de son ancien syndicat, avec la ligne du bénéficiaire fraîchement tapée au nom de Cal, remplaçant ce qui semblait être le nom de Briani en dessous sur le papier. Carbone. Je suis resté là, tenant ces 3 documents, et j'ai senti la pièce devenir très silencieuse. J'ai demandé, Cal, c'est quoi ces 2 autres? Il a répondu, oh, ce sont juste des mesures de protection au cas où la situation de papa changerait et que nous aurions besoin de quelqu'un pour gérer ces affaires dans les prochains jours. J'ai dit, mais ton père va s'éteindre dans quelques jours. Le médecin te l'a dit ce matin. Alors pourquoi a-t-il besoin d'une procuration? Cal a dit, mon oncle, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. J'ai demandé, pourquoi l'assurance vie a-t-elle été changée? Cal a répondu, Briani était d'accord avec ça. J'ai dit, ah bon? Le visage de Cal a refait ce coup de la porte qui se ferme. Le notaire, le pauvre, regardait de l'un à l'autre comme un homme qui commençait à penser que son après-midi prenait une mauvaise tournure. Je lui ai dit que j'aimerais quelques minutes seul avec mon frère et mon neveu. Il a hoché la tête et est sorti dans le couloir. J'ai fermé la porte derrière lui. Je me suis retourné, j'ai regardé Cal et j'ai dit très calmement, je veux que tu appelles ta sœur tout de suite et que tu la mettes sur haut-parleur. Cal a dit, mon oncle, tu es fatigué. Tu es ici depuis trop longtemps. J'ai dit, appelle-la. Il n'a pas bougé. J'ai dit, alors, c'est moi qui l'appelle. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai cherché son numéro. Je ne l'avais pas appelé depuis des années, il était toujours là. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Je l'ai mise sur haut-parleur. J'ai dit, Briani, c'est l'oncle Owen.
Je suis au centre de soins avec ton père, ton frère et un notaire. Est-ce que tu as accepté d'être retiré comme bénéficiaire de la police d'assurance vie de ton père par le syndicat des charpentiers? Il y a eu un silence. Puis elle a dit très lentement, je suis désolé, oncle Owen. Quoi? J'ai répété, est-ce que tu as accepté? Elle a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Quelle police d'assurance vie? Cal bougeait déjà. Il disait déjà, Bri, salut. Écoute, c'est juste un malentendu. Les documents sont préventifs. Elle a demandé, Cal, qu'est-ce que tu as fait? Il a répondu, Briani, calme-toi. Elle a crié, oncle Owen, ne signe rien. Je prends un vol ce soir. S'il te plaît, ne signe rien. J'ai raccroché. La pièce était si silencieuse que j'entendais le cliquetis du concentrateur d'oxygène. J'entendais la respiration de Hollis sur le lit. Cal a dit, mon oncle, tu ne comprends pas la situation financière ici. Papa doit de l'argent. Il m'en doit à moi. Je paie pour tout depuis des années. Je mérite. J'ai dit, sors. Il a dit, mon oncle. J'ai répété, sors de cette chambre. Il m'a fixé. Et je veux vous dire quelque chose, le garçon à qui j'avais appris à appâter un hameçon dans l'Idaho n'était pas dans ce visage. Il y avait quelqu'un d'autre qui me regardait à travers les yeux de mon neveu, quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui passait déjà au plan suivant. Il a ramassé ça. Mallette. Il a repris les documents sur le plateau du lit. Il est sorti sans un mot de plus. Je me suis assis sur le bord se racle la gorge du lit de mon frère. J'ai pris sa main. Il me regardait. Il pleurait sans faire de bruit, juste des larmes coulant sur l'oreiller. J'ai dit, tout va bien, Hollis. Tout va bien. Je l'ai arrêté. Il a serré ma main une fois. Il est décédé 31 heures plus tard, un mercredi matin, juste avant le lever du soleil. Briani était là. J'étais là. Cal n'était pas là. La semaine suivant les funérailles, Briani et moi avons rencontré la véritable avocate de mon frère à Cœur d'Haleine, une femme nommée Marjorie Kestrel, qui gérait les affaires de Hollis depuis 20 ans. Elle a sorti le vrai testament. Le chalet de Cœur d'Haleine devait être vendu et partagé à 50-50e entre Calais. Briani. L'assurance vie revenait à Briani la totalité des 400 000 $. Les économies, environ 86 000 $, devaient être divisées en 3 parts, la dernière revenant à un fonds de bourse d'études de l'école de métier où mon frère avait fait son apprentissage en 1972. Les documents que Cal avait apportés dans cette chambre de soins auraient renversé presque toutes ses dispositions. Le chalet lui aurait appartenu entièrement. L'assurance vie aurait été pour lui. Et avec la procuration. Pendant les 30 heures qu'il restait à mon frère, Cal aurait pu vider les comptes d'épargne avant même que le testament ne soit lu. Marjorie m'a regardé par-dessus son bureau et a dit, vous savez ce qui se serait passé si vous aviez signé ces papiers? J'ai répondu, je le sais maintenant. Elle a demandé, d'où vous est venu l'instinct de les contester? Et je lui ai parlé de Madame Peberly. Cette femme en face, celle qui m'avait attrapé à 2 heures du matin et m'avait dit de rentrer chez moi ce soir-là si je le pouvais, je suis retourné à Boise le samedi suivant pour la retrouver. J'avais apporté une petite boîte de pâtisserie d'une boulangerie que Briani m'avait recommandée et une carte que j'avais écrite à la main. L'infirmière à la réception m'a reconnu, et son visage s'est décomposé quand j'ai dit qui je cherchais. Madame Peberly était décédée le jeudi, 2 jours plus tôt. Paisiblement dans son sommeil, a dit l'infirmière. Sa fille n'était pas encore venue vider la chambre.
L'infirmière m'a demandé si nous étions proches. J'ai dit, non, je ne l'ai rencontrée qu'une fois, vraiment, mais elle a fait pour moi quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. L'infirmière est restée silencieuse. Puis elle a dit, est-ce qu'elle vous a donné un morceau de papier? J'ai dit non. L'infirmière a ajouté, attendez ici une minute. Elle est revenue avec une enveloppe. Mon nom était écrit sur le devant d'une écriture tremblante, Monsieur Hartwich. L'infirmière a dit qu'elle l'avait laissé à la réception mercredi matin. Elle avait précisé que si je revenais, on devait me la donner, sinon, on devait la jeter. J'ai emmené l'enveloppe dehors, je me suis assis sur un banc dans l'air froid de novembre et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier plié en deux. L'écriture était fine et penchée. On pouvait y lire. Monsieur Hartwich, je ne sais pas si vous m'avez écouté ou non. J'espère que vous l'avez fait. Mon fils s'appelait Tomlin. Il m'a pris tout ce que j'avais au printemps 2009, la maison, les économies, les bagues que mon mari m'avait offertes. Je n'en ai jamais revu la couleur. Il ne me parle plus parce qu'il n'y a plus rien à prendre. La raison pour laquelle je vous le dis, c'est parce que j'ai passé 15 ans allongé dans des lits comme celui-ci, dans des appartements plus petits que cette chambre, dans des endroits où je n'aurais jamais imaginé finir. Et le pire n'est pas d'avoir perdu. Le pire, c'est que personne ne m'a prévenu. Pas une seule personne. J'avais une belle-sœur qui savait ce que Tomlin était. Elle m'a dit après, quand je lui ai demandé, qu'elle s'en doutait. Depuis des années. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait rien dit. Elle a répondu que ce n'était pas son rôle. C'est ce jour-là que j'ai décidé que si jamais je revoyais quelque chose arriver à quelqu'un d'autre, je dirais quelque chose. Ce serait mon rôle. Alors, je vous ai dit quelque chose. Quoi qu'il soit arrivé, j'espère que vous êtes en sécurité. Sincèrement, Esther Peberly. Je suis resté assis sur ce banc pendant je ne sais combien de temps. Il faisait froid, et je ne le sentais pas. Une infirmière est sortie à un moment donné et m'a demandé si j'allais bien, et j'ai dit, oui, madame. Je vais bien. Je reste juste assis ici un petit moment. Ce n'était pas son rôle, et elle a quand même dit quelque chose. C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui a sauvé les dernières volontés de mon frère. C'est ce qui a empêché ma nièce de se faire escroquer d'un demi-million de dollars par son propre frère durant la pire semaine de sa vie. Je suis rentré chez moi cette nuit-là 11 heures de route jusqu'à Tucson. Et tout au long du trajet, j'ai continué à penser à ma propre vie, aux choses que j'avais vues dans les familles d'autres personnes au fil des ans et dont je n'avais rien dit parce que ce n'était pas mon rôle. À un de mes amis dont la fille adulte mentait manifestement sur ce qu'elle faisait de l'argent qu'il lui envoyait. À un voisin dont le fils s'était réinstallé chez lui et avait commencé à aider pour les factures, puis à aider avec les comptes. Des choses que j'avais remarquées et que j'avais choisi de ne pas voir. Cal a essayé de m'appeler 2 fois le mois suivant. Je n'ai pas décroché. Il a envoyé un long email parlant de malentendus et disant que je l'avais embarrassé devant un notaire. Il a dit que notre famille était brisée maintenant et que c'était ma faute. Il a dit que son père aurait voulu que nous restions unis. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé. Briani, en revanche, Briani et moi nous parlons presque tous les dimanches. Maintenant. Elle a été bonne envers moi. Elle est descendue à Tucson pour Pâques. Avec ses 2 enfants. Nous sommes allés au Desert Museum et avons mangé des cheeseburgers au piment vert dans un endroit où j'avais l'habitude d'aller avec Marlo. Et son aîné, qui a 11 ans, m'a dessiné un grand géocoucou qui est
Toujours sur mon réfrigérateur. Environ 6 mois après le décès de mon frère, j'ai reçu une lettre par la poste. D'une femme de Spokane dont je n'avais jamais entendu parler. Son nom figurait en haut, avec une adresse de retour dans un quartier que je ne connaissais pas. La lettre expliquait que son père était mort en mai et qu'elle était l'exécutrice testamentaire. En fouillant dans ses affaires, elle avait trouvé un carnet où il avait noté les noms des personnes qui l'avaient fraudé. L'un d'eux. Ces noms étaient Cal Hartwich. Apparemment, Cal avait emprunté 47 000 $ à son père, un homme de 80 ans, et n'avait jamais remboursé un centime. Elle avait trouvé mon numéro grâce à l'avis de décès que j'avais aidé Briani à rédiger pour Ulysse. Elle voulait savoir s'il existait une procédure pour déposer une réclamation contre la succession de mon frère, et c'est ainsi qu'elle avait obtenu mes informations. Je l'ai rappelé. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle s'appelait Dolores. Elle avait 68 ans, était veuve, et son père avait été le genre d'homme qui ne disait jamais à ses enfants quand il se faisait escroquer parce qu'il avait honte. Elle n'avait trouvé le carnet qu'après sa mort. J'ai appelé Briani. Briani a appelé Marjorie. Marjorie a examiné la situation de Cal. À l'automne, nous avons découvert que Cal faisait cela depuis des années. Pas seulement à sa famille, mais aussi à des clients, à d'anciens amis d'eux. Son père, à quiconque le laissait s'approcher d'un carnet de chèques. Il avait environ 300 000 $ de dettes non garanties, 2 poursuites civiles en cours dans l'État de Washington, et un problème de jeu dont personne dans la famille n'était au courant. Le stratagème du chalet au centre de soins, nous l'avons finalement réalisé, avait été son dernier coup de dé. S'il avait obtenu cette propriété, il aurait pu l'hypothéquer la semaine même et rester à flot vis-à-vis de ses créanciers. Pendant encore 6 mois. Il est passé en jugement 19 mois après la mort de mon frère, pas pour ce qu'il avait tenté de faire au centre de soins, exactement. Cela aurait été difficile à prouver, et Briani et moi avons laissé tomber parce que nous avions tout ce qui comptait. Il a été jugé pour ce qu'il avait fait au père de Dolores et à 2 autres clients âgés à Spokane. Il a écopé de 6 ans. Il est toujours sous les verrous au moment où je vous raconte cela. Briani lui écrit parfois. Pas moi. Son fils, mon petit-neveu, s'appelle Brockton. Il a 14 ans maintenant. Il vit avec sa mère, l'ex-femme de Cal, à Bellingham. Je lui envoie une carte pour son anniversaire chaque année et un chèque à Noël. Sa mère m'envoie un mot de remerciement. Je n'attends rien de ce garçon. Il ne va pas grandir en m'appelant. Mais je veux qu'il sache que quelqu'un dans la famille de son père a pensé à lui avec bienveillance. Environ 1 an après le procès, Briani et moi avons commencé quelque chose de modeste. Nous ne l'avons pas appelé une fondation ou quoi que ce soit de pompeux. Nous avons lancé un projet par l'intermédiaire de son église dans l'Oregon et une section similaire dans un centre pour personnes âgées près d'eux. Chez moi à Tucson. Nous y allons 1 fois par mois et nous discutons. Nous racontons notre histoire. Nous racontons l'histoire d'Esther Peberly avec la permission de sa fille. Et ensuite, nous nous asseyons et nous écoutons. Le genre de choses que les gens vous racontent quand vous vous asseyez et que vous écoutez. J'aimerais pouvoir vous dire que ce qui m'est arrivé est rare. Ça ne l'est pas. J'ai entendu ma propre histoire avec des noms différents de la part de probablement 40 personnes différentes au cours des 2 dernières années. Un fils qui a juste besoin d'une signature. Un petit-fils qui aide pour les comptes. Une fille qui connaît juste la bonne personne pour établir une fiducie. Vous n'avez besoin de venir au bureau qu'une seule fois. Cela arrive tous les jours, dans chaque État, à des gens qui pointent leur carnet de chèques chaque dimanche matin.
Je garde la lettre d'Esther pliée dans le tiroir de ma table de chevet. Je la sors parfois, je la lis. Je pense à quel point il aurait été facile pour elle de se taire. Elle ne me devait rien. Elle n'avait jamais rencontré mon frère. Elle était mourante. Elle avait toutes les raisons du monde de se retourner dans son lit et de me laisser passer devant sa porte. Et elle ne l'a pas fait. Elle m'a arrêté à 2 heures du matin dans un couloir sombre, et elle a dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre, et 3 jours plus tard, elle était partie. Cette femme a sauvé les dernières volontés de mon frère. Cette femme a sauvé l'héritage de ma nièce. Cette femme m'a sauvé d'être l'homme qui aurait cédé par signature la succession de son propre frère et passé le reste de sa vie à essayer de vivre avec cela. Alors, je veux vous dire, à vous qui écoutez ceci, si vous voyez quelque chose dans votre famille en ce moment qui ne semble pas correct, qui vous ronge, que vous vous dites que ce ne sont pas vos oignons. Ce sont peut-être vos oignons. C'est peut-être la seule affaire qui compte cette semaine. Le coup de dire quelque chose et de se tromper est un peu de gêne. Le coup de ne rien dire et d'avoir raison, c'est la vie entière de quelqu'un. Si quelqu'un vous pousse à signer un papier aujourd'hui et cet après-midi, avant que le notaire ne parte, avant que votre mère ne se réveille, avant que votre père ne s'éteigne, ralentissez. Emportez le papier chez vous. Prenez-le en photo. Appelez quelqu'un qui n'a rien à gagner. Les gens qui vous aiment attendront un jour. Ceux qui ne vous aiment pas ne le feront pas. J'ai 63 ans. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon frère. J'ai failli perdre l'œuvre de toute la vie de mon frère dans les 48 dernières heures de son existence parce que je voulais croire que le garçon à qui j'avais appris à appâter un hameçon était toujours ce garçon. Il ne l'était pas. Parfois, les gens que nous aimons deviennent des gens que nous ne reconnaissons plus. Et l'une des choses les plus difficiles, les plus gentilles et les plus honnêtes que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les personnes qu'il nous reste, c'est de regarder ce qui est réellement devant nous au lieu de ce que nous souhaiterions y voir. Je passe devant le centre de soins de Boisse parfois quand je vais là-haut rendre visite à Brie et aux enfants. C'est toujours là. Ça sent toujours la lavande. Depuis le parking, la chambre d'Esther Péberly donne sur la route. Je regarde ça. Fenêtre à chaque fois. Je ne l'ai jamais connue, vraiment. Nous avons parlé 2 fois. Elle m'a donné une note. Mais elle est de ma famille d'une manière que certains de mon propre sang n'ont jamais été. La famille, c'est ceux qui sont présents. La famille, c'est ceux qui vous disent la vérité quand dire la vérité ne leur coûte rien parce qu'ils n'ont plus rien à donner. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, laissez un commentaire ci-dessous. Parlez-moi de la personne dans votre vie qui vous a dit la vérité quand personne d'autre ne voulait le faire. Dites-moi qui était votre Esther. Et si vous traversez quelque chose en ce moment, je vous dis la même chose qu'elle m'a dite, et je le dirai aussi clairement que possible, ne signez pas ce soir. Rentrez chez vous si vous le pouvez. La vérité sera toujours là demain matin, et les gens qui vous aiment vraiment le seront aussi. Merci d'être resté avec moi. Prenez soin de vous et écoutez les inconnus dans les couloirs. Parfois, ce sont les seuls à vous dire la vérité. J'ai beaucoup réfléchi, au cours des années qui ont suivi cette nuit dans le couloir du centre de soins, au genre d'homme que j'étais avant qu'Esther Péberly ne m'arrête à 2 heures du matin. J'étais un homme qui pointait son carnet de chèques chaque dimanche. J'étais prudent avec les inconnus et confiant avec ma famille. Et je pensais que c'était de la sagesse. Ce n'en était pas. C'était le contraire. J'avais bâti toute ma vie sur l'hypothèse que les gens qui
Partager mon sang ne serait jamais ce dont j'aurais besoin de me protéger. Et le coût de cette hypothèse a failli être exigé dans les 48 dernières heures de la vie de mon frère. Ce que j'ai appris de Hollis allongé dans ce lit, incapable de parler, de Cal se tenant au-dessus de lui avec 3 documents empilés dans le mauvais ordre. D'Esther assise dans le noir attendant que quelqu'un passe devant sa porte ouverte. Ce que j'ai appris, c'est que chaque choix que nous faisons met quelque chose en mouvement. Et les choix que nous faisons sur ce que nous refusons de voir mettent en mouvement les choses les plus bruyantes qui soient. Cal n'est pas devenu ce qu'il est devenu du jour au lendemain. Il l'est devenu au fil de décennies où personne dans notre famille ne lui a posé de questions difficiles. Des décennies où son père lui envoyait de l'argent en appelant cela de la générosité. Des décennies où je lui ébouriffais les cheveux à Noël sans remarquer la façon dont il observait la pièce. Les causes ont des effets. Les petites gentillesses, quand elles sont en réalité de l'évitement déguisé sous de plus beaux habits, plantent des graines que vous finissez par devoir récolter. Le contraire est également vrai. Esther a choisi, seule dans une chambre de soins palliatifs avec un corps qui la lâchait, de consacrer sa dernière énergie à un inconnu qu'elle avait vu exactement 2 fois. Cet acte unique, 7 minutes de parole, a préservé l'héritage de ma nièce. Il a gardé intactes les dernières volontés de mon frère. Il m'a empêché de devenir l'homme que j'aurais dû être après coup. Un choix, une nuit. La taille d'une chose n'a rien à voir avec la distance qu'elle parcourt. Je pense maintenant qu'être une personne décente ne consiste pas à aimer les gens que l'on est censé aimer. N'importe qui peut le faire. Il s'agit d'être assez honnête pour les voir clairement, assez intelligent pour poser les questions qui font mal, et assez solide pour agir en fonction des réponses quand elles arrivent. C'est cela, le travail. L'honnêteté sur ce qui est devant vous. L'esprit de ralentir quand quelqu'un vous presse. Le courage de dire non à son propre neveu avec un notaire à 1 mètre de distance. Rien de tout cela n'est naturel pour la plupart d'entre nous. Cela doit être pratiqué. Alors, je vous laisse avec ce que je me dis la plupart des matins maintenant. Les gens qui vous aiment peuvent attendre un après-midi. Ceux qui ne vous aiment pas ne le feront pas. Quoi qu'ils vous rongent dans votre propre famille en ce moment, ce sentiment discret que quelque chose ne colle pas, faites-lui confiance. Regardez-le. Posez la question. Le coup de se tromper est un peu de gêne. Le coup d'avoir raison et de ne rien dire, c'est la vie entière de quelqu'un. Et la partie la plus étrange, la plus difficile de tout cela, c'est qu'en vieillissant, je crois de plus en plus que ma véritable famille, ce sont les gens qui m'ont dit des choses difficiles quand personne d'autre ne l'a fait. Esther était l'une d'entre elles. J'espère que vous en avez une, vous aussi. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous pourrez l'être pour quelqu'un.